Top, nous sommes en live. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. On va attendre un petit peu que tout le monde soit connecté. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. On est ravis de vous accueillir ce matin pour ce webinaire Expert Mixity, 6e édition. On va attendre encore quelques minutes. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, qui sont déjà en ligne. Donc, le webinaire sera enregistré, donc vous pourrez aussi bénéficier de tous les échanges ensuite si vous ne pouvez pas assister à l'ensemble de la session pour reprendre le replay de ce webinaire. On attend un petit peu. On a eu beaucoup d'inscrits pour cette session, donc on est ravis de commencer l'année avec voilà, cette édition, ce sujet qui mobilise de plus en plus les organisations, les entreprises. Donc on voit qu'il voilà, y a une vraie envie de mieux appréhender ces sujets de diversité et d'inclusion. On attend encore une petite minute et puis on commence. Bienvenue tout le monde. Je me répète, mais je vois qu'il y a des personnes qui rentrent dans la salle, donc je souhaite la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. On est ravis de vous accueillir pour cette session qui ne va pas tarder à commencer. Allez, on y va. Ravi de vous accueillir encore une fois. Donc pour cette première édition 2022 des webinaires experts Mixity. Pour cette première session, ce qu'on a voulu, c'est adresser l'enjeu de comment on fait vivre une culture d'inclusion au quotidien et dans la durée, au-delà de cette première étape évidemment essentielle qui est de recruter dans la diversité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'évolution du concept de la diversité et de l'inclusion. Et on va l'aborder après avec nos deux invités pour ce webinaire, cette édition. Il y a une évolution dans les mentalités sur cette question de la diversité et de l'inclusion, et on voit dans les dernières études qu'on a pu lire sur ces enjeux que la diversité et l'inclusion aujourd'hui ça se définit, et notamment encore plus chez les millénials qui représentent quand même qui vont représenter en 2027 un tiers de la population dans les entreprises, que la diversité et l'inclusion ça se définit de plus en plus au-delà des caractéristiques socio-démographiques, et que cette diversité, elle est attendue avec une approche plus cognitive, en fait, avec une variété d'expériences que veulent vivre les collaborateurs et les collaboratrices dans l'entreprise au quotidien, avec cette notion essentielle que chacun peut apporter sa personnalité, son authenticité, ses spécificités à un projet d'entreprise. Et donc, en fait, tout ça, ça fait vraiment bouger les lignes sur la façon dont les entreprises adressent ces enjeux, au-delà de compter la diversité et de s'assurer que les entreprises représentent la société telle qu'elle est. Il y a vraiment cette forte attente des employés pour vivre au quotidien
et ressentir de manière, comme je disais, cognitive et expérientielle l'inclusion dans leur organisation. Donc, pour ce premier webinaire de l'année, j'ai l'honneur et la chance de recevoir aujourd'hui Véronique Heger, qui est directrice des ressources humaines de The Walt Disney Company France, et puis Hélène Fagard, qui est directrice de ressources humaines d'UKG. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Véronique pour que Véronique, vous puissiez vous présenter en quelques mots. Merci beaucoup. Donc, effectivement, donc je suis Véronique Heger, DRH de la Walt Disney Company France. Alors, petite précision sur ce qu'est la Walt Disney Company France, parce qu'on est en France et qu'en France, on a également le parc. Donc, en fait, les business de la Walt Disney Company France, ce sont les médias, donc le cinéma, Disney+, les chaînes Disney et nos produits sous licence, mais le parc est une autre entité, en fait. Donc, je travaille chez Disney depuis 18 ans, toujours au RH, où j'ai eu évidemment plusieurs postes et sûrement plusieurs vies, parce que c'est une entreprise qui, en termes de RH, bouge beaucoup et pas simplement sur les sujets D&I. Et avant, j'étais aussi dans les RH, mais je travaillais dans le retail pour Marks & Spencer. Voilà. Très bien. Merci, merci Véronique, et ravie de vous accueillir pour ce webinaire. Merci à vous de m'accueillir. Hélène Fagard, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Bien sûr, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Hélène Fagard. Je suis DRH de UKG France, un groupe que j'ai rejoint il y a maintenant 6 mois. UKG, pour les personnes qui ne savent pas ce que cette entreprise fait, c'est un groupe américain qui soutient les équipes RH en renforçant les produits et les services en matière de productivité RH. Tout ça en conformité avec les réglementations locales. Et ceci pour l'expérience des collaborateurs pour qu'elle soit optimisée. J'ai à peu près 20 ans d'expérience en ressources humaines où j'ai occupé des postes de RH plutôt généralistes pour l'Europe du Sud et le Moyen-Orient, toujours dans des groupes américains. J'ai démarré l'aventure tech de l'industrie tech il y a maintenant une dizaine d'années. Et je pense que c'est un secteur qui permet effectivement aux organisations de vivre leur diversité, tant les profils sont vraiment variés. Et je suis ravie de participer à ce webinaire en votre compagnie et celle de Véronique. Merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous partager quelques éléments de contexte sur cette question de comment on entretient la diversité et l'inclusion dans l'entreprise dans la durée, on va avec Alma, qui est aussi présente, donc qui travaille avec nous à nos côtés pour toute l'animation des communautés Mixity. Alma va vous partager un sondage pour comprendre un peu plus en amont de ces échanges, quelles sont vos attentes pour qu'on puisse avoir aussi nos interlocutrices qui, en fonction de vos enjeux et de vos attentes, puissent aussi répondre à vos questions et à vos attentes. On va lancer le questionnaire est lancé, donc on a déjà des réponses qui commencent à arriver. Je pense que vous avez accès chacune au questionnaire et aux réponses possibles. Je laisse un petit temps pour que chacune puisse s'exprimer. Et puis, j'en profite pour vous dire aussi que nous avons un hashtag dédié à nos webinaires experts. Et si vous souhaitez tweeter, communiquer sur cette session, le hashtag s'affiche en bas de l'écran, Mixity Expert DI. Alors, on stoppe le... Voilà. Donc, les attentes pour ce webinaire, Alma, tu veux peut-être les partager? Donc, on a 47% qui veulent avoir des témoignages sur les actions pour faire vivre la D&I dans l'entreprise au quotidien.
11% pour savoir comment adapter une politique diversité et inclusion dans le groupe et à sa culture inclusion. 22% pour avoir des clés pour fidéliser ses employés avec la diversité et l'inclusion et 19% pour savoir comment mesurer l'impact de votre démarche diversité et inclusion. Donc, les résultats, 50% quand même veulent avoir vos témoignages. C'est top. Voilà, donc on va laisser évidemment une large place aux témoignages. Juste avant, je voudrais, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, vous présenter rapidement Mixity. Donc Mixity, c'est une solution RH qui permet d'accompagner les entreprises pour professionnaliser leur démarche diversité et inclusion. Et donc pour ça, on aide à évaluer, à faire un état des lieux de vos pratiques en termes de diversité et d'inclusion, quelle que soit la taille de votre organisation ou quel que soit votre secteur. Et donc, on va avoir une approche 360 degrés pour aller regarder où vous en êtes et vous sortir une scorecard, une empreinte de votre maturité sur la diversité et l'inclusion sur 5 grandes dimensions que sont l'égalité femmes-hommes, le handicap, les origines sociales et culturelles, les âges et l'orientation sexuelle et identité de genre qui permettent de voir à quel niveau les engagements sont portés et comment progresser et avancer sur ces sujets. Donc, on a 2 moyens pour faire ces évaluations qui permettent d'avoir une approche vraiment globale et 360 de vos enjeux. C'est à la fois de regarder côté entreprise, qu'est-ce qui se passe, quelles sont vos données sur ces différentes dimensions, quelles que sont vos pratiques et vos process. Et puis également un sondage employé qui permet de voir aussi, de ressentir la perception des équipes sur ces sujets et justement comment eux vivent l'inclusion et quelles sont les attentes partagées par les employés. Tout ça permet, à partir des résultats, de construire une feuille de route ou de renforcer une feuille de route diversité et inclusion et de travailler ces enjeux avec une approche stratégique globale. Donc, on a, après, en termes de restitution, des éléments de pilotage, d'indicateurs, de benchmark qui permet aussi de se comparer par rapport à son secteur d'activité. Et puis, des plans d'action personnalisés qui permettent de renforcer sa politique diversité et inclusion. Donc là, on est dans une solution totalement opérationnelle pour vraiment adresser ces enjeux stratégiques de diversité et d'inclusion. Ça, c'est Mixity. Maintenant, on va passer peut-être avant de donner la parole à nos interlocutrices et qui vont témoigner et vous partager, vous faire leur retour d'expérience sur la façon dont leurs organisations approchent et travaillent ces sujets au quotidien. Je voudrais vous partager des éléments, des chiffres clés pour comprendre un petit peu aussi les principaux enseignements qu'on peut avoir sur la perception, l'engagement des collaborateurs par rapport à l'inclusion. En fait, l'inclusion et la diversité, aujourd'hui, ce sont des facteurs de plus en plus importants qui nourrissent l'expérience collaborateur et l'engagement des équipes dans les organisations. Donc, il y a 3 chiffres que je voulais vous partager à ce stade. Le premier, c'est que 55% des candidats et des candidates interrogées déclarent que c'est extrêmement important très important de travailler dans une entreprise qui privilégie la diversité. Donc, on voit que ce sujet-là, aujourd'hui, il est important, essentiel et stratégique à adresser dans les organisations. C'est une vraie attente des collaborateurs et des candidats. 39%, et là, c'est un chiffre quand même assez fort, qui indique 39% des collaborateurs interrogés dans une enquête Deloitte internationale qui est assez récente, notamment les collaborateurs millennials, qui sont eux-mêmes prêts à quitter leur entreprise si ils sont approchés ou si ils voient des opportunités dans une entreprise qui serait plus inclusive en termes de perception. Donc, c'est quand même un changement assez important aussi d'évolution par rapport aux attentes des collaborateurs aujourd'hui et des candidats. Il y a aussi, dans toujours cette même enquête, 71% des collaborateurs et des collaboratrices qui préfèrent une entreprise qui s'engage pour vraiment faire évoluer les comportements, les mentalités dans l'organisation, donc un travail en profondeur et l'expression de l'inclusion à proprement dite, au-delà de dispositifs diversité et inclusion plus génériques, de programmes, etc., qui sont plus des choses qui sont citées par, on va dire, des générations précédentes.
Et les millennials, eux, sont très en attente sur comment le management direct, mon équipe au quotidien, vont me permettre de m'exprimer pleinement, quel que soit mon profil, quel que soit mon parcours. Donc ça, c'est vraiment des enseignements intéressants. Il y a aussi une étude Workday internationale très récente qui indique qu'un répondant ou une répondante sur 3 dit que l'engagement des équipes doit évoluer sur ces sujets sur ces questions de diversité et inclusion. En fait, la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose qui a besoin d'être accompagné au niveau de chacun, au niveau des individus, des équipes, et qu'il y a une vraie attente aussi du management et de l'entreprise d'accompagner vraiment ces mentalités, ces évolutions de mentalité. Il y a aussi une attente importante sur une approche stratégique et un engagement fort de la direction générale pour faire progresser ces sujets dans l'organisation. Donc, il y a vraiment l'attente que le top management porte ces sujets, s'engage fortement, régulièrement, et que ce soit pas une notion adressée une fois par an au moment d'un temps fort de la semaine de la diversité ou autre, que ce soit vraiment porté stratégiquement. Et également, de nombreuses personnes, un répondant sur 3, qui dit qu'ils n'ont pas vraiment connaissance d'avancées importantes sur le sujet dans leur entreprise et que eux, ils perçoivent des premiers pas, mais que ils n'ont pas vraiment intégré un changement de paradigme très fort. Et puis, dernier point sur des chiffres, parce que le but, c'est aussi de rentrer dans les témoignages concrets. Une chose importante qui est aussi intéressante sur les collaborateurs et les collaboratrices et leur attente vis-à-vis de ce que pourrait être pour eux une culture inclusive. Et donc, il y a 3 grands axes qui sont 3 grandes priorités qui sont citées sur ces enjeux dans l'étude que je vous présente ici. C'est le premier, l'élément numéro 1, c'est l'authenticité. Que l'authenticité, c'est se sentir à l'aise dans l'entreprise en étant pleinement soi-même et pouvoir échanger avec des pairs qui, eux aussi, sont authentiques. En fait, c'est de se dire, on veut des personnes qui viennent avec toute leur humanité, avec toute leur personnalité, tout leur tempérament, et qu'on puisse avoir des échanges authentiques, évidemment dans le respect des différences de chacun. Le deuxième point, c'est la flexibilité. Bon, ça, évidemment, de plus en plus, avoir le choix sur les horaires, la façon de travailler, de travailler aussi sur des lieux de travail différents pour mieux équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et puis, la quête de sens, évidemment aussi dans l'inclusion et la diversité, c'est vraiment se dire que comment moi, en tant que collaborateur ou collaboratrice, je participe à l'impact que mon organisation crée et comment moi, en tant qu'individu, je peux me sentir vraiment engagée et quel rôle je joue vraiment dans le projet global. Donc, comprendre bien ces éléments-là pour me sentir totalement dans une démarche d'inclusion qui va m'engager et me fidéliser en tant que collaborateur ou collaboratrice. C'est les éléments que je voulais vous partager. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre vos commentaires dans l'espace chat. Vous pouvez poser vos questions. Alma est là aussi pour regarder vos questions, vous répondre et puis prendre note aussi des éléments qu'on pourra aussi partager puisqu'on va vous donner la parole, bien évidemment, pour poser vos questions à la suite des échanges et des retours d'expérience de nos deux grands témoins de cette session. Je vais maintenant passer la parole à Véronique Egère. Alors, je vais arrêter le partage de ma présentation. Donc, Véronique, vous êtes une entreprise qui est une entité d'un grand groupe américain. Vous êtes aussi vous avez un rôle particulier au-delà d'une entreprise et le rôle RH que vous opérez qui est de produire du contenu. Donc, c'est aussi un rôle spécifique pour influencer la société sur des grandes notions d'inclusion. Alors, comment se traduit dans les grandes lignes votre politique diversité et inclusion en tant qu'entité France issue d'un grand groupe international? Oui, alors tout à fait, effectivement, on dit souvent qu'en fait, la Walt Disney Company France, on est une PME avec un grand nom, en fait. Et on
pense vraiment que cette biculturalité, c'est une véritable chance parce que ça nous permet d'avoir beaucoup d'échanges, on est challengé, on aborde les choses différemment et ça nous permet d'être enrichis par les points de vue des autres pays et notamment des pays européens puisqu'on fait partie de la zone IEMIA. Donc, on a beaucoup d'échanges par rapport à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait partie d'un grand groupe comme le nôtre, la stratégie d'INI est évidemment globale et on a véritablement une approche d'entonnoir, c'est-à-dire qu'elle est globale, régionale et locale. Elle s'appuie sur 4 grands piliers que sont la transparence. Donc, c'est la communication que l'on fait en interne sur les index, les questionnaires, les audits, mais aussi les actions que l'on fait en disant ce sur quoi on s'engage, où est-ce qu'on en est et où on va. Le deuxième pilier, c'est la culture. Donc, c'est sensibiliser, former, inspirer. Le troisième, c'est la représentation. Donc là, c'est au travers du recrutement, l'évolution des carrières pour nos salariés, la représentation dans les instances dirigeantes, par exemple, au comité de direction de la Walt Disney Company France, on est à 55 ans d'hommes-femmes. Mais aussi ce qu'on appelle le marketplace, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mobilise tout notre écosystème pour amplifier notre impact, puisqu'effectivement, Sandrine, vous parliez de l'impact que l'on a en tant qu'entreprise en interne et en externe, et voilà, c'est quelque chose que l'on fait, ou qu'on essaye de faire en tout cas au travers du marketplace. Donc, on aborde la diversité et l'inclusion en interne comme en externe. En interne, auprès de nos collaborateurs, où nous avons en fait développé des groupes de travail que l'on appelle opportunément les Jedi, mais aussi avec des actions de sensibilisation et des formations spécifiques sur lesquelles je pourrais revenir. Et en externe, comme vous le disiez aussi, parce que on développe auprès de nos publics et de nos contenus des choses effectivement pour lesquelles on a une vraie responsabilité en tant qu'entreprise dans les messages que l'on porte. Donc, moi, j'ai vu, effectivement, et comme tout le monde, l'évolution, par exemple, de nos princesses depuis Réponse, aussi bien dans le statut que dans la diversité. Maintenant, elles prennent leur destin en main, elles s'épanouissent seules, n'ont pas besoin d'un homme, elles viennent de cultures différentes. Donc, on a vu effectivement ce que ça pouvait véhiculer comme message, notamment auprès des enfants. Quand le film Black Panther est sorti, ça a eu un impact planétaire que Disney n'avait absolument pas imaginé. Moi, à cette époque-là, je m'occupais des pays émergents, dont l'Afrique. Et en Afrique du Sud, par exemple, on m'a envoyé des vidéos, mais où les gens, après les séances, elles ont envahi les cinémas en dansant de joie et où ils disaient c'est la première fois qu'on a un héros noir, c'est extraordinaire. Donc on est quelquefois dépassé aussi par nos propres impacts. Et au niveau local, où on a des créations originales, Disney+, que l'on développe, et on pourra bientôt voir effectivement des documentaires en fait sur Soprano, où on a une série qui s'appelle Oussekine aussi, et aussi pour les enfants on a la série Chouette et pas chouette sur Disney+, qui déconstruit les stéréotypes filles-garçons. Et quelque chose que l'on connaît un peu moins, c'est qu'en fait on a aussi une exigence d'avoir devant et derrière les caméras autant de talent féminin que masculin. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique aussi bien à Los Angeles pour les grosses productions qu'en France, où c'est quelque chose que l'on fait également. Donc, on souhaite évidemment toujours aller plus loin dans les sujets de la diversité et de l'inclusion. Donc, on a aussi certains sujets sur lesquels on doit faire plus.
et c'est ce qui a été indiqué par le calcul de notre empreinte D&I grâce à l'audit Mixity, ce qui nous permet de nous inscrire dans une démarche constante de progrès, non seulement dans le type d'action que l'on a, mais aussi en s'assurant de travailler avec toutes les diversités en même temps, ce qui est un challenge. Et ça, c'est quelque chose que l'audit a mis en exergue et en lumière. Et vraiment, l'important, c'est de progresser pas à pas et d'apprendre à chaque fois que l'on fait quelque chose, de pouvoir apprendre de nos actions comme de nos erreurs d'ailleurs. Merci Véronique. Alors, moi, j'aime beaucoup votre approche de comité de Jedi qui porte, qui contribue à déployer justement au-delà effectivement de cette volonté de faire de la diversité, cette culture d'inclusion au quotidien dans l'organisation. Alors, comment s'est née cette approche de Jedi? C'est quoi le rôle des Jedi sur cette approche de diversité et d'inclusion? Et voilà, quelles actions sont déployées pour cette approche d'inclusion dans l'organisation? Alors effectivement, on a créé les Jedi. Alors Jedi avec un G et non pas avec un J. C'est important. Bon. Donc les Jedi, alors donc l'acronyme, sont les groupes d'employés pour la diversité et l'inclusion. Donc c'est un concept assez anglo-saxon en fait qu'on a importé en France. Donc en Europe, Disney a eu ses premiers Jedi que là-bas ils appellent Berg. En Angleterre, il y a à peu près une dizaine d'années, et on a commencé avec deux groupes. Un groupe qui s'appelait Women at Disney et un autre qui s'appelait Disney Pride, en fait. Et ça a été développé sur les 2-3 dernières années, en fait, sur l'ensemble de l'Europe. Et on a maintenant 9 pays européens avec des Jedi. Et on a aussi une équipe D&I qui a été recrutée au siège européen, qui est basée à Londres. Donc, en fait, on a proposé ce concept de Jedi avec beaucoup de succès, en fait, à nos collaborateurs. Il y a eu énormément d'engouement lorsque ça a été présenté, autour de trois thématiques qui étaient la parité et l'égalité des chances, les communautés LGBTQ+, et la diversité culturelle aussi, avec un 4e Jedi qui a vu le jour sur le handicap et qui est pour l'instant est un Jedi ou un Berg européen avec des représentants pour chaque pays. On a 2 représentants pour la France. Donc on a une 60aine de collaborateurs qui participent, contribuent tout le temps à faire avancer les sujets D&I avec l'équipe de direction. Le fonctionnement est assez simple. En fait, on donne la direction stratégique. Et les collaborateurs, effectivement, ou les collaborateurs travaillent avec et contribuent au travers d'idées, d'actions sur les sujets qu'ils soumettent. Et ils ont beaucoup d'idées. Ils se réunissent régulièrement avec une structure, effectivement, avec un sponsor. Le sponsor est un sponsor du comité de direction, en fait, et avec des leads. Donc, ça nous permet de rester au plus près des problématiques qui touchent nos employés parce que on veut aussi libérer la parole. Il faut que nos actions soient en lien avec et nos valeurs d'entreprise, mais également ce que les employés, nos collaborateurs attendent. Le but étant pour nous, effectivement, de promouvoir une culture inclusive, mais c'est ce que vous disiez quand vous faisiez votre présentation du départ, où effectivement on veut que chaque employé puisse être lui-même lorsqu'il travaille chez nous, en fait. Donc ça, c'est quelque chose que l'on déroule et qu'on essaye en tout cas de promouvoir et d'être dans l'action dans ce sens. Merci beaucoup pour ce partage, parce qu'effectivement, c'est vraiment une bonne pratique aussi d'associer les employés, les équipes dans cette démarche et dans cette approche concrète aussi de proposer des idées, de proposer des actions tout le temps pour continuer de challenger et puis de libérer la parole et de pouvoir aussi dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas aussi dans ce qui est fait, dans ce qui est déployé.
pour toujours prendre le pouls, ajuster et nourrir cette culture. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et troisième question, évidemment, parce qu'on est Mix City, comment vous mesurez l'impact de votre démarche inclusion parce que c'est aussi toujours s'assurer que ce qu'on fait a un impact réel sur les populations, les personnes qu'on adresse. Donc comment vous vous y prenez pour tout ça? Alors c'est effectivement certainement l'élément le plus compliqué de l'approche D&I. Le pilotage est clé et en France en plus on est assez limité sur ce que l'on peut poser comme question. Donc il faut essayer de trouver d'autres angles ou en tout cas des questions qui puissent arriver à répondre aux questions que nous-mêmes nous posions et à faire avancer. Donc en fait, on a depuis plusieurs années au sein de l'entreprise une enquête de satisfaction qui s'appelle Employee Survey auprès de nos salariés de par le monde et en fait auquel est intégrée une série de questions D&I. Donc, je vais vous donner des exemples de questions que l'on pose parce que comme c'est global, il faut que ce soit légalement possible dans tous les pays. Donc, on a des questions type je peux être moi-même au travail, où effectivement les employés notent entre guillemets de je suis tout à fait d'accord à je ne suis pas du tout d'accord. Les employés avec des parcours divers ont les conditions pour développer leur carrière au sein de Disney. Ou alors, mon leader est proactif sur les sujets de la diversité et de l'inclusion. Et les efforts de Disney pour la diversité et l'inclusion ont un impact positif sur la culture de l'entreprise. On a effectivement, sur la dernière qui a été faite, alors on a des résultats partiels, mais effectivement, on a des résultats qui montrent que le fait de pouvoir être soi-même au travail est quelque chose qui est reconnu comme étant possible chez Disney, ce qui est bien, mais qui peut tout à fait être encore amélioré. Nous avons également chaque année avec Happy Trainee en fait un questionnaire pour nos stagiaires et alternants à la fin de leur stage ou de leur alternance. En fait, on les fait participer à un questionnaire s'ils le souhaitent, où on a des questions spécifiques D&I. Donc là, c'est pareil, on a des questions type dans mon entreprise, nous encourageons et respectons la diversité, l'attitude vis-à-vis des femmes, le respect des origines, diplômes et formations, des identités de genre, des personnes en situation de handicap. Mon entreprise crée un environnement qui permette à chacun de nos collaborateurs et collaboratrices de s'épanouir dans le respect de leur identité pour qu'ils puissent toujours être eux-mêmes. Donc, le fait d'être soi-même au travail est vraiment un sujet important pour nous et de créer les conditions pour ça. Et les sujets diversité et inclusion sont pris en compte par mon entreprise et accessibles via des actions de sensibilisation, de formation, de prise de parole par l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, c'est un autre moyen d'avoir du feedback et de mesurer, en fait, par rapport à une population des stagiaires et alternants qui est importante pour nous parce que c'est effectivement des femmes et des hommes qui seront sur le marché du travail bientôt. On en recrute d'ailleurs un certain nombre. Et c'est aussi ce qui forme le futur de notre futur, je dirais, de la future employabilité de ces jeunes et comment est-ce qu'on peut y participer. On a également l'index égalité hommes-femmes. Donc, toutes les entreprises, à partir d'un certain niveau d'employés, nombre d'employés ont. Donc, ça nous a permis, effectivement, par exemple, de se rendre compte que on avait une très bonne parité pour les postes de manager et au-dessus, en fait, mais qu'on avait une surreprésentation des femmes à des postes employés. Donc, ça nous a fait prendre conscience de ça et on a une approche volontariste et on a modifié notre approche de recrutement pour maintenant recruter le plus d'hommes possible, en fait, à ce niveau de poste-là. Donc, ça permet comme ça aussi, avec quelque chose qui est quand même très, très formalisé, d'arriver à trouver des axes d'amélioration qui sont pertinents pour l'entreprise.
Et effectivement, ben, on vous a demandé de mener un audit pour avoir effectivement votre avis sur nos points forts et nos points d'effort, les axes de progrès autour de la gouvernance, des actions, et voilà. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été important pour nous, et aussi pour savoir ce que font les autres entreprises, petites ou grandes, parce que c'est important. Les bonnes idées viennent d'absolument partout. Et c'est important de pouvoir aussi les partager comme on fait aujourd'hui, mais aussi de s'en inspirer. Très bien, merci beaucoup. C'est très éclairant. J'ai pas regardé les questions sur le chat, mais je sais qu'Alma y veille et on pourra aussi réagir à tous ces témoignages voilà qui nous éclairent aussi sur des approches à partager. Et effectivement, avec Mixity, on est aussi convaincus que l'entreprise c'est un écosystème ouvert et que le partage de bonnes pratiques entre pairs, le partage, regarder des tendances, des choses qui se font ailleurs et pouvoir aussi chacun s'inspirer de tout ça. Ça permet vraiment aussi d'avancer, d'aller plus vite en ayant toutes ces bonnes idées ensemble. Je vais maintenant passer la parole à Hélène Fagard pour UKG. Alors, je change mon écran. Hélène. Alors vous avez aussi une histoire d'entreprise particulière, puisque, alors différemment de Walt Disney Company France, puisque à l'origine vous étiez une start-up française, PeopleDoc, qui accompagne les organisations sur le pilotage de leur capital humain, et vous avez progressé très vite, vous êtes développé très vite, vous avez rejoint un grand groupe, aujourd'hui UKG, et ce grand groupe représente, je crois, 1300 personnes aujourd'hui à l'international, et donc vous avez dû aussi faire évoluer votre culture d'inclusion, puisqu'au départ, la start-up française que vous aviez avait sa propre culture. Et puis, le fait de rejoindre un grand groupe international, ça implique aussi des évolutions, des changements. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de comment se déploie cette notion d'inclusion dans votre organisation avec cette historique aussi particulier? Bien sûr, juste pour faire une petite rectification. En fait, c'est pas 1300, mais c'est 13 000 personnes dans le monde aujourd'hui. Donc, du coup, ça ne fait qu'amplifier effectivement le phénomène. Mais comme vous le disiez, en fait, Sandrine, UKG a 1 an d'existence, un petit peu plus d'1 an d'existence. Et c'est le regroupement, en gros, de trois entreprises. Et pour les collaborateurs français, c'est effectivement une start-up française de 350 personnes, qui donc rejoint un groupe, et en tout, nous sommes 13 000 aujourd'hui. Donc, je dirais que la première chose, c'est que la politique de diversité et d'inclusion, c'est un parcours, c'est-à-dire que c'est pas après 1 année d'existence qu'on a fait le tour de la question, même si effectivement, probablement à l'échelle du groupe, il y avait déjà des initiatives qui étaient engagées. Donc, c'est plutôt un projet sur le long terme, mais qui s'inscrit non seulement dans l'histoire et la culture de UKG globale, mais aussi localement. C'était effectivement des sujets sur lesquels UKG, la start-up française, était plutôt sensibilisée, et ça se passait plutôt bien. Au niveau de l'organisation mondiale, un petit peu à l'image de ce que décrivait Véronique, en fait, on a des groupes de communautés, on va l'appeler comme ça, qui rassemble donc des collaborateurs qui souhaitent échanger sur des thématiques aussi diverses que l'inclusion des femmes, les personnes LGBTQ, mais aussi les personnes en situation de handicap. Quelque chose d'un peu différent de ce que j'ai vu dans d'autres organisations américaines. On a aussi, par exemple, un groupe de collaborateurs qui se sont rassemblés pour discuter des thématiques, par exemple, autour des personnes atteintes de cancer, donc eux-mêmes qui étaient atteints de cancer, ou qui vivaient avec des personnes qui sont atteintes de cancer. Donc là aussi, on a aussi une évolution en termes des sujets de diversité et d'inclusion. Encore une fois, l'objectif, c'est de partager, donner de la visibilité, de la représentation aussi des personnes, comme disait aussi Véronique, pour Walt Disney. C'est exactement la même chose pour UKG. Des personnes qui appartiennent à des groupes divers. Il y a aussi beaucoup d'entraide.
et d'une certaine manière, on arrive même parfois à des situations de mentorat. Donc, quelque chose de collectif qui devient quelque chose de beaucoup plus individuel, qui reste dans un cadre professionnel, mais où finalement l'expérience personnelle en collectif devient effectivement possible. Donc, on donne aussi beaucoup de sa personne dans ce type de groupe. Tout le monde est le bienvenu, donc c'est pas parce qu'on n'appartient pas à une de ces diversités qu'on ne peut pas effectivement y participer. La notion d'allié, en fait, ally, est très importante, je pense, aujourd'hui chez UKG, puisque c'est pas parce qu'on appartient à un groupe qu'on ne peut pas effectivement participer à la représentation d'autres groupes. Il y a des choses un petit peu plus spécifiques, donc c'est là où effectivement on est face à un groupe américain et nous on est un peu français. C'est des groupes par exemple comme les vétérans de l'armée, ça c'est pas très répandu en fait chez nous. Les groupes effectivement afro-descendants ou hispano-descendants, ça se fait pas beaucoup chez nous parce qu'aussi on a des lois qui sont un petit peu plus coercitives qu'aux États-Unis. Donc, c'est là où parfois on voit des différences culturelles, mais qui ne sont pas pour autant des barrières. C'est juste qu'effectivement, c'est peut-être un peu moins répandu ici. Donc, la question après, c'est qu'est-ce qui reste pour les entités locales? Donc, il y a vraiment une déclinaison des politiques qui est faite. Encore une fois, il y a la possibilité de participer à ces groupes sans distinction du lieu de travail et aussi la possibilité d'ouvrir au niveau local des groupes, des sous-groupes en quelque sorte, un peu à l'image de ce que décrivait Véronique aussi. Par exemple, on a le groupe en fait pour l'inclusion des femmes qui va ouvrir une antenne européenne. Donc là aussi, plutôt l'effet entonnoir où on se dit que comme on sera un peu moins nombreux, on va peut-être être beaucoup plus participatif. Et l'idée, c'est aussi de faire émerger des profils qui souhaitent participer, qui souhaitent s'impliquer et développer des initiatives. Ça commence souvent par des journées un petit peu de sensibilisation auprès des collaborateurs et des managers. Bien sûr, le typique 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, ça je pense que c'est quelque chose qui engage aussi beaucoup les entreprises. Chez UKG, on a même eu la célébration du Juneteenth, donc qui est la célébration de l'émancipation en fait des esclaves, qui est devenu un jour férié aux États-Unis l'année dernière. Et effectivement, le groupe avait décidé de donner ce jour férié à l'ensemble de ses collaborateurs mondiaux. Donc là aussi, ça permet voilà, ce genre de réflexion, de sensibilisation sur des sujets qui paraissent extrêmement locaux, mais qui peuvent avoir des résonances mondiales. Et puis aussi, par extension, on a beaucoup de sensibilisation au niveau du recrutement. Donc, on a des guides d'entretien, effectivement, pour nos managers, pour que effectivement tout ça soit bien centré et qu'on sache effectivement quelles sont les bonnes pratiques et ce qu'il faut éviter de poser comme question, par exemple, en entretien. Donc, il y a un vrai alignement entre effectivement le côté start-up et le côté grand groupe américain. Merci beaucoup, Hélène. Et alors, UKG, c'est un acteur clé de l'accompagnement des entreprises sur un ensemble de solutions RH pour gérer le capital humain et pour travailler tous ces enjeux importants d'engagement collaborateurs et collaboratrices. Par rapport à votre expertise secteur et métier, quelles sont, selon vous, les nouvelles attentes des collaborateurs sur ces questions de diversité et d'inclusion, notamment sur les millennials, parce que, alors, je ne veux pas faire qu'un focus sur les millennials, on est tous d'accord sur le fait que toute génération confondue, on veut de la diversité et de l'inclusion, on veut du sens, on est engagé, etc. Mais il y a effectivement peut-être une approche un petit peu différente ou qui évolue dans les mentalités aussi, notamment chez les millennials. On le voit notamment sur la question d'identité de genre, sur ces questions autour de sujets nouveaux pour l'entreprise, notamment en Europe, où ces jeunes générations, elles poussent le discours, elles poussent l'engagement aussi sur ces questions. Donc, j'aimerais bien avoir votre retour d'expertise sur ce point-là. Bien sûr. Comme vous le disiez en introduction, c'est vrai que les générations Y et Z sont les plus diverses à l'heure actuelle et la mondialisation s'accentue, donc ça amplifie le phénomène.
Comme vous le disiez, ils vont représenter un pourcentage certain de la population active. Donc, naturellement, finalement, ils poussent un peu ce type de sujet. Ils le font évoluer. C'est vrai qu'au tout départ, on était beaucoup focalisé sur les questions d'égalité hommes-femmes, sur aussi les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on voit bien que les évolutions des sujets qui intéressent les millennials, c'est aussi le sujet de l'identité de genre et aussi le positionnement, je dirais, des origines. Ça revient aussi beaucoup, sans faire forcément, effectivement, comme vous le dites, un focus uniquement sur les millennials, parce qu'il y a beaucoup aussi d'autres générations qui s'intéressent à ces sujets. Mais on va dire que eux, ils sont vraiment prêts à aller une étape d'après. Comme vous le disiez, ils sont prêts aussi, s'il le faut, à quitter leur entreprise. Aussi parce que je pense que là, on est entre RH, donc on sait le phénomène. On est dans une guerre de talents qui est quand même extrêmement, extrêmement prégnante sur notre marché. On a vraiment une problématique de pénurie de ressources. Donc, de toute manière, les collaborateurs savent que potentiellement, ils pourraient trouver ailleurs une entreprise plus inclusive. Donc, l'idée, c'est de pouvoir non seulement créer cette entreprise inclusive où on se sent effectivement à l'aise, où on a, où on se sent qui on est accepté comme on est. Et ça doit représenter finalement un vrai différenciateur par rapport à quelqu'un d'autre sur le marché. Donc, en plus de tous les autres facteurs qui vont entrer par exemple, dans un recrutement, qui est effectivement les bénéfices, le salaire, les conditions de travail. UKG fait régulièrement des posts sur son blog, en fait, et notamment sur l'expérience collaborateur, qui est un peu le cœur de notre métier. Et en 2020, selon un sondage Ipsos pour les Échos, il y avait 9 salariés sur 10 qui jugeaient important ou essentiel que leur entreprise donne du sens à leur travail, et 85% qui souhaitaient que leur entreprise leur permette de se sentir utile aux autres. Donc, à la lumière de ça, comme vous le disiez aussi, Sandrine, on a vraiment une quête de sens dans les missions qui sont confiées, mais aussi dans les valeurs de l'entreprise. Donc, il n'est pas rare maintenant de trouver effectivement des collaborateurs qui vont demander, en fait, quelles sont les actions de diversité lors de leur recrutement. Ils vont chercher une entreprise qui permet la diversité et l'inclusion. Ils vont être en quête de transparence et d'authenticité aussi. Ça, on l'a vu, c'est essentiel. Et là, pas que pour les millennials, clairement. L'authenticité, c'est vraiment important. C'est-à-dire, c'est que ce ne sont pas uniquement des valeurs qui sont projetées, mais vraiment de ce qu'on peut vivre en fait dans l'entreprise. Donc, et les millennials, ils ont cette capacité de tenter des choses un peu plus que certaines générations qui étaient un peu plus frileuses. Donc, et aujourd'hui, je pense que la caractéristique entre guillemets des millennials, c'est aussi que cette idée d'appartenance à l'entreprise, d'incarner les valeurs, c'est ça aussi pour moi qui est important parce qu'ils sont vraiment des ambassadeurs de l'entreprise. Donc, si effectivement ils se sentent bien dans leur entreprise, ils peuvent, à l'échelle effectivement de leur entourage, rayonner aussi, faire rayonner l'entreprise. Et mine de rien, dans des entreprises comme UKG qui sont plutôt sur du B2C, du B2B, pardon, pas forcément grand public, ça a son importance en fait dans le milieu de la tech. Donc, vraiment, faire qu'ils soient les ambassadeurs, c'est aussi une partie je pense, de la diversité et de l'inclusion. Merci beaucoup. Alors, quand on a préparé ce webinaire, on a évoqué la notion du management de proximité, du top management aussi, et de comment on peut faire en sorte que ce management inclusif soit présent dans l'organisation. Et comment on fait pour s'en assurer, comment on montre aussi que c'est hyper important pour la direction et pour l'entreprise elle-même d'avoir ce critère, enfin finalement cette soft skills d'inclusion dans le management, parce que effectivement les managers sont toujours aux premières lignes aussi de ces sujets. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans la façon dont vous mesurez l'impact de votre culture diversité, entre autres, c'est le fait que vous mesurez la performance des employés aussi sur cette question de comportement inclusif.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et puis peut-être plus largement sur la mesure, si vous voulez rajouter des choses, elles sont bien. Bien sûr. Mais par rapport à ce qu'a dit Véronique, je crois qu'on est aussi effectivement sur toutes nos obligations légales telles que l'index égalité homme-femme, qui par exemple pour moi qui vient de rejoindre le groupe il y a 6 mois, ça permet aussi effectivement d'avoir un screenshot de ce qui se passe, regarder l'année précédente. Donc je pense que l'index égalité homme-femme est vraiment assez important dans la mesure et dans l'évolution en fait qu'on peut voir des comportements. Et aussi, mine de rien, se mettre en fait justement par rapport aux managers, leur rappeler un petit peu les points de vigilance. Donc, ne serait-ce que sur la représentation du genre, mais aussi sur les augmentations de salaire, sur les retours de congés mater qui sont quand même aussi des points importants. Donc, on peut vraiment mettre des points de vigilance et des plans d'action par rapport à ça. Le rapport, bien sûr, sur les personnes en situation de handicap. Ça aussi, je pense que c'est un point important. On a aussi au sein de UKG une enquête d'engagement auprès des collaborateurs et un peu à l'image de Walt Disney, on a des résultats très positifs et vraiment, à la fois, c'est une préoccupation majeure d'avoir le sentiment d'être inclus dans son entreprise. Et les résultats sont vraiment très bons à l'échelle mondiale et en France. Donc ça, c'est des super victoires. Rien n'est jamais acquis, donc c'est toujours des points de vigilance, mais je pense que c'est important de les souligner. Effectivement, le point que vous soulignez, c'est que la diversité et l'inclusion est également inclus dans le processus annuel de performance, où sont revues les contributions des collaborateurs en fonction de leurs objectifs opérationnels, mais aussi leur comportement au regard de nos valeurs en la matière. Donc, tout simplement, dans le processus d'évaluation, on a en fait 2 temps forts. Les objectifs, en fait, l'évaluation des objectifs et le retour d'expérience du collaborateur sur sa propre évaluation, objectifs opérationnels, et aussi sur les comportements. Donc, on a une section qui est vraiment dédiée à cela. Est-ce que vous avez démontré XY type de comportement et il y a une sorte de granularité, on va dire, sur effectivement, est-ce que vous le démontrez souvent, pas souvent, afin que effectivement les managers aient aussi cette sensibilisation et forcément sensibilisation auprès des collaborateurs. Et puis enfin, je pense que le point important aussi sur la mesure de l'impact, et là je rejoins aussi Véronique, c'est que UKG participe à de nombreux programmes d'évaluation de la diversité, notamment des classements de Forbes où UKG avait été par exemple parmi les meilleurs acteurs agissant pour la diversité. On a aussi obtenu un très haut score dans l'indice égalité des entreprises par le Human Rights Campaign Foundation qui porte sur les politiques et pratiques en entreprise pour les personnes LGBTQ. On a aussi des programmes d'évaluation un petit peu plus Tech World, donc notamment avec Computer World sur la diversité. L'idée aussi derrière la participation à ces programmes, c'est que il y a vraiment un engagement de la direction, puisque c'est des programmes qui sont évidemment certifiants, qui peuvent être payants pour certains. Donc, il y a un fort investissement, non seulement financier, mais aussi en matière de ressources, en fait, puisqu'il faut consacrer effectivement pas mal de temps à l'évaluation de ses propres politiques, les mettre en plus sur la table, et parfois elles n'existent pas. Donc, il y a un vrai effort aussi d'investissement par rapport à ça, sur le fait de vouloir être une entreprise diverse et inclusive. Très bien, merci beaucoup. Merci pour ces partages aussi qui nous nourrissent sur tous ces sujets d'inclusion. On va peut-être maintenant passer à la phase des questions. J'imagine qu'il y a pas mal de questions. Je vois dans le chat qu'il y a beaucoup d'échanges. Donc, on va essayer de faire au mieux pour répondre aux différentes questions. Alors, Véronique, Hélène, n'hésitez pas si vous voyez dans le chat aussi des choses sur lesquelles vous voulez réagir. On est dans un échange. Je peux commencer directement avec les quelques questions de Mira. Donc, sur le management hybride et aussi intergénérationnel,
Alors, la problématique, ou en tout cas la dimension intergénérationnelle chez PeopleDoc / UKG France, je l'ai pas beaucoup parce que je pense que je suis dans les personnes les plus âgées. Donc, c'est vrai qu'il y a pas forcément ce grand gap. Donc, on ne gère pas vraiment cette dimension intergénérationnelle, c'est pas vraiment un sujet de préoccupation. Par contre, le management hybride, effectivement, c'est un vrai atout pour retenir les talents. Vous le disiez tout à l'heure, Sandrine, il y a une attente par rapport à la flexibilité aussi. Et ça, c'est pas que chez les millennials, c'est aussi chez les gens qui ont des enfants, qui ont des parents qu'ils doivent comment dire, dont ils doivent s'occuper. Donc clairement, management hybride avec la flexibilité en termes d'horaire de travail, par exemple, c'est quelque chose qui, dans notre métier, est possible en plus. Donc, effectivement, c'est plutôt quelque chose sur lequel on est plutôt bien positionné. Merci. Véronique, peut-être un témoignage sur la question intergénérationnelle qu'on a peut-être un peu moins évoqué dans cette session, et puis sur l'aspect hybride, équilibre des temps de vie. Alors, on a le profil des salariés chez nous. En fait, on a la moyenne d'âge, c'est 42 ans. Et donc, on a un vrai mixte. Et on a assez peu de turnover, en fait. Donc c'est très important d'équilibrer effectivement ce côté intergénérationnel. Et ça dépend aussi des postes. On a évidemment, avec le lancement de Disney+, on a recruté énormément de millennials et de gens qui sont nés avec le digital. Donc, d'un point de vue, ma génération, par exemple, n'est pas née avec le digital. Donc on a aussi ça. Et c'est vrai que le modèle hybride, pour le coup, met tout le monde d'accord, si vous voulez, parce que à la fois, tout le monde a pris des habitudes différentes pendant les confinements. Que ce soit parce que on habite loin et c'est fatigant, soit parce qu'on a des enfants, soit parce qu'on a des activités à côté, donc en fait la vie a changé pour tout le monde, et quelle que soit la raison pour laquelle la vie a changé et comment on s'y est adapté, le modèle hybride effectivement permet un plus grand équilibre entre vie privée et vie perso, enfin et professionnelle, pardon, vie professionnelle et vie personnelle. Et ça, c'est quelque chose où effectivement, on ne se voit pas revenir à la vie d'avant, quoi, très clairement. Et le fait de travailler 5 jours par semaine au bureau, ça, c'est quelque chose que, en tout cas, nous, en tant qu'entreprise, on n'envisage pas. Et qui, oui, apporte des solutions différentes. Mais on se rend compte aussi que et le côté, pendant le confinement, la vie professionnelle est arrivée chez vous. La vie privée est arrivée au bureau, très clairement. Donc, voilà, il faut faire avec tout ça pour arriver à continuer à avoir un bon équilibre, parce que la situation reste stressante, malgré tout, pour l'ensemble des salariés, quelles que soient les sociétés, hein, ça reste quand même cette incertitude, et le fait que ça dure depuis 2 ans, c'est compliqué. Donc au quotidien, on a beaucoup de petites initiatives pour comme on dit, lift the spirit, quoi. C'est vraiment ça. Et ça convient à toutes les générations. Merci beaucoup. Alors, il y a une question assez intéressante de Daniela qui indique, et après je laisserai la parole à Alma pour sélectionner quelques questions, mais je trouve intéressant le fait de souligner peut-être le manque de moyens ou le manque de budget pour travailler vraiment sur ces enjeux de diversité et d'inclusion. Alors, comment ça s'explique? Quel est votre ressenti ou votre réaction par rapport à ce fait qu'effectivement, la diversité et l'inclusion est pas toujours un peu le parent pauvre des politiques RSE, notamment en termes de moyens et de humains et financiers? Alors, je commence, Hélène. Allez-y. Donc, alors moi, je dirais que ça va de mieux en mieux, quand même, parce que la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose qui est incontournable. Et effectivement, pour être crédible,
il faut faire des choses qui mettent les moyens, quels que soient les moyens, c'est pas forcément de l'argent, mais je sais que nous, chez Disney, on a demandé des moyens en hommes, en fait. On a dit, mais on a besoin de gens qui ne font pas ça juste en plus de leur job. On a besoin de gens dont c'est le job. Pour qu'on puisse avoir effectivement un vrai travail de gouvernance et ce genre de choses. Donc, on a eu, on a au niveau global, en fait, on a la Tondra Newton, donc, qui a été recrutée, qui reporte directement à Bob Chapek, notre CEO, et qui s'occupe de toutes les cultures, de tout ce qui est diversité et inclusion. J'imagine que c'est la même chose chez toi, Hélène, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est important, et je crois que les entreprises, en tout cas les entreprises anglo-saxonnes, ont eu cette démarche de dire, voilà, pour être crédible, il faut qu'on y mette un certain nombre de moyens. Alors effectivement, on pourrait faire beaucoup plus si on avait beaucoup plus, mais je trouve que les choses s'améliorent quand même beaucoup, et ce n'est pas qu'une question d'argent. Moi, je mettrais aussi beaucoup l'engagement des hommes et d'avoir des équipes dédiées. Oui, et si je peux juste rajouter à ce que tu viens de dire, Véronique, c'est que je pense qu'à l'échelle, alors effectivement, des grands groupes comme UKG ou Walt Disney, qui sont plutôt anglo-saxons, ils ont déjà cette notion-là. Donc, effectivement, on est à la prochaine étape qui est le recrutement de personnes qui y sont dédiées. Je pense que quand on revient peut-être à des entreprises peut-être un petit peu moins grandes, avec peut-être moins d'exposition internationale, ça démarre vraiment par une prise de conscience de l'équipe dirigeante. La prise de conscience de la nécessité d'une politique diversité et inclusion, ça doit venir de là-haut. Parce que sinon, effectivement, vous n'aurez jamais la possibilité de déployer des budgets ou effectivement de déployer ne serait-ce que du temps que les collaborateurs puissent effectivement dédier à aider, par exemple, les politiques de diversité. Donc, je pense que là, il faut vraiment avoir ce positionnement de l'équipe dirigeante et cette volonté pour que vraiment les actions puissent démarrer. Et après, l'idée, c'est aussi peut-être donc d'engager les collaborateurs. C'est toujours eux qui, de toute manière, vont être effectivement là en tant que moteurs de ces actions. Et puis aussi, probablement, démarrer peut-être par des actions un peu ciblées pour justement commencer étape par étape quand on en est au début, parce que effectivement, sinon, s'engager sur un des sujets de diversité pour commencer, c'est bien, au lieu de commencer par vouloir faire quelque chose de complètement grandiose qui aurait peut-être pas les effets escomptés tout de suite. Je pense que ça, c'est aussi les lessons learned. Merci beaucoup. Oui. L'exemplarité est absolument clé. On peut pas demander aux salariés de faire des choses que l'équipe dirigeante ne fait pas, ou c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on a une expression, c'est walk the talk and talk the walk. C'est vraiment ça. Il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit et faire ce que l'on dit. Et ça, c'est important. C'est pas facile. C'est pas facile. Et sur le chemin de la diversité, le chemin est aussi important que le but, en fait. Et on se rend compte qu'on arrive tous avec nos croyances, notre expérience, notre histoire. Et sur le chemin, on en a qui marchent, on en a qui courent. Tout ça, c'est très bien. Ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'on laisse personne sur le bas-côté. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces belles paroles qui peuvent être une conclusion aussi. Je vois l'heure malheureusement défiler. Donc, on avait plein de questions. Ce que je peux vous proposer, c'est que on a pris note des questions et si vous le souhaitez, on peut aussi dans le replay avec la partie un peu résumée de la session, répondre aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre en live. Je vous remercie tous et toutes pour votre participation à cette session. Un grand merci à Véronique et à Hélène pour vos interventions, vos éclairages et vos partages de bonnes pratiques et d'engagement.
Je pense que c'est vraiment important, toujours effectivement, dans cette approche de partage, d'échange, de discussion. Et on a voilà, un petit peu débordé, donc je reste sur le mot de la fin de Véronique. Merci à vous tous et toutes. Et puis, rendez-vous avec le replay et puis les compléments d'information qu'on pourra vous partager. Bonne fin de journée et puis meilleurs vœux aussi parce que j'ai manqué de le faire en introduction, donc je le fais en conclusion. Meilleurs vœux à toutes et à tous pour une année 100% inclusive en 2022. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci beaucoup.